Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Waterloo, la morne plaine de Victor Hugo. Ici, le 18 juin 1815 au soir, l'histoire napoléonienne prend fin. Pourtant, c'est également ici que la légende liée à Napoléon va naître. Comment cette défaite totale va être transformée en victoire de la mémoire? Pourquoi, alors que ses adversaires le décrivent comme un autocrate sanguinaire, des millions de personnes s'intéressent encore à Napoléon et en font le personnage le plus connu après Jésus-Christ? Aujourd'hui, pour les 250 ans de la naissance de Napoléon, nous allons revenir avec Hérodote et Histoire à la carte sur la légende napoléonienne. Alors Napoléon, simple chef de guerre ou au contraire, grand stratège et habile administrateur? Talents qui lui ont donné une place spéciale dans l'histoire de France. Eh bien, je vous propose qu'on découvre tout ça juste après ça. Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769. Depuis 2 ans, la Corse est française en vertu de l'accord signé entre la République de Gênes et Louis XV. Sa mère, Laetitia, a des contractions pendant la cérémonie religieuse du 15 août et doit sortir précipitamment de l'église pour donner naissance au petit Napoléon, le nouvel enfant de la famille Bonaparte, une famille de petite noblesse corse. Cette mère se révèle être une mère sévère, mais elle lui transmet une indéniable fierté, au point que Napoléon dira plus tard « L'avenir d'un enfant est l'œuvre de sa mère ». À l'adolescence, Napoléon rejoint la France au collège militaire de Brienne, chargé d'assurer une éducation militaire et classique aux nobles désargentés. Bien qu'il soit la cible de nombreuses moqueries, il impressionne ses professeurs et montre des disponibilités certaines dans les matières scientifiques. En 1784, il rejoint l'école militaire de Paris, où il se spécialise dans l'arme savante, l'artillerie. En 1789, il a 20 ans. Il y découvre une France révoltée qui fait écho à sa jeunesse corse, lui qui a toujours démontré un ardent patriotisme insulaire. Retournant plusieurs fois en Corse lors des premières années de la Révolution, il finit par se détourner de Pascal Paoli, l'indépendantiste, et se rallie à la Convention. Tant et si bien qu'à la fin de l'année 1793, il remporte sa première victoire au siège de Toulon. En 1794, Robespierre tombe, le futur Napoléon Ier manque de peu d'être exécuté également. Faisant le siège des ministères pour obtenir une affectation, il finit même par se faire envoyer en Vendée. Finalement, le nouveau pouvoir décide de lui donner un commandement dont personne ne veut, ce sera l'armée d'Italie. Lorsqu'il rejoint ses hommes en 1796, il a pour eux ces mots qui restent gravés dans la légende des armées. La République vous doit tout, mais elle ne peut rien vous donner. À partir de là, 2 campagnes mythiques, la campagne d'Italie et la campagne d'Égypte. Revenu en France à l'aube de l'année 1800, il prend le pouvoir lors du 18 Brumaire et dissout un impopulaire directoire. Devenu premier consul puis empereur en décembre 1804, celui qui devint Napoléon Ier se fit connaître pour ses faits d'armes. Pourtant, au-delà de l'aspect guerrier de l'Empire napoléonien, l'aspect civil et réformateur du personnage Napoléon mérite peut-être encore davantage d'être révélé. Le Code civil est promulgué le 21 mars 1804 par Bonaparte. Bien qu'on l'appelle Code napoléonien, ce n'est pas le futur empereur qui en a eu l'idée. Cela fait des siècles que l'on essaye de simplifier et d'unifier le droit civil en France sans grand succès. Grosso modo, il existait 2 sortes de droits. Le droit coutumier au nord et le droit écrit au sud, hérité des Romains. Par exemple, sous Louis XIV, Colbert met en place plusieurs codes. Sur les eaux et forêts, en 1669, sur le commerce, la marine, mais il ne touchera jamais au droit civil. Trop compliqué. Pourtant, disait-il, il souhaitait réduire tout le royaume sous une même loi, une même mesure, un même poids. Pour tout cela, il faudra attendre la Révolution française de 1789. Parmi les nouveaux députés élus au moment de la Révolution se trouvent de nombreux avocats qui voient l'intérêt d'unifier les lois du royaume. On en parle même dans la Constitution de 1791. Mais faute de temps, on ne s'attaquera pas à cet immense chantier. Étrangement, c'est en pleine terreur en 1793 que la Convention nomme Cambacérès pour rédiger le Code civil, mais ça n'aboutira pas. Il représentera à nouveau son projet en 1794 et en 1796, mais sans grand succès.
Heureusement pour lui, en 1799, alors qu'il est ministre de la Justice, il soutiendra le coup d'État de Bonaparte qui le nommera un petit peu plus tard second consul. Les relations, ça aide. Le futur empereur est très intéressé par le projet de Cambacérès car il a la volonté d'unifier politiquement et donc aussi juridiquement le pays. Il dira même « Premier consul, je gouverne, mais ce n'est pas comme militaire, c'est comme magistrat civil ». En 1800, il nomme alors une commission composée de 4 juristes. Malleville et Portalis, spécialistes en droit romain, et Bigot et Tronchet, spécialistes en droit coutumier. C'est bien sûr Cambacérès qui présidera cette commission. L'avant-projet est terminé en 4 mois, puis il sera soumis à la commission du Conseil d'État. Sur les 102 séances, Bonaparte en présidera 57. C'est dire à quel point le Code civil lui tenait à cœur. Le 21 mars 1804, l'ancien droit est donc abrogé avec la promulgation du Code civil des Français. Ce code est une véritable révolution juridique. Bon, c'est vrai qu'il y a des lois très patriarcales, certainement dues au machisme corse de Bonaparte, comme l'autorité du père de famille, la femme éternelle mineure placée sous la tutelle soit de son mari, soit de son père. Le divorce est rendu plus difficile, etc. Malgré tout, de nouvelles lois allaient révolutionner le droit français. La laïcité, l'état civil est géré désormais par les communes ainsi que le mariage, la fin du droit d'aînesse, la propriété immobilière qui devient individuelle, la liberté du travail qui devient totale, etc. Aujourd'hui, plus de la moitié des lois de 1804 sont encore appliquées. Le Code civil français va se propager au gré des conquêtes de Napoléon. Il est la base du Code civil belge ou luxembourgeois. On le retrouve même jusque sur l'île Maurice. La Pologne le conservera jusqu'en 1946. On le retrouve bien sûr dans l'ancien empire colonial, dans certains pays d'Afrique comme le Sénégal. Il inspirera aussi le code néerlandais, roumain et quasiment toute l'Amérique du Sud. Il sera complété par le code de procédure civile, le code du commerce, d'instruction criminelle, le code pénal et le code rural. En 1800, l'État est mal au point. De nombreuses régions restent troublées suite aux bouleversements politiques qui ont pris place depuis la Révolution. En tant que premier consul, Bonaparte décide alors de promulguer une loi le 17 février qui sera à l'origine de la création du corps préfectoral. Cette loi s'inscrit dans la restructuration du territoire, commencée en 1789 avec la création des communes et des départements. On y ajoute alors des arrondissements communaux sur lesquels on place des sous-préfets. Donc, à chaque niveau, une autorité unique est installée, le préfet, le sous-préfet et le maire. Le préfet doit représenter le gouvernement. Son rôle est d'incarner l'État dans cette fraction du territoire que forme le département, mais aussi de maintenir l'ordre public, de s'assurer que les impôts soient bien prélevés et du bon déroulement de la conscription. En fait, il est nommé pour recréer un lien entre l'État et la nation, avec comme ultime objectif de stabiliser l'ordre dans le pays. Alors, en réalité, l'envoi d'un représentant unique dans les régions n'est pas une nouveauté en soi. En fait, le préfet remplace plus ou moins l'intendant de l'ancien régime. Mais en assurant un lien essentiel entre le centre du gouvernement et la moindre parcelle du territoire français, les préfets ont incontestablement contribué à faire accepter le poids de l'État aux Français et ont œuvré à la construction de l'espace national. Et on se rend compte que le préfet va progressivement apparaître comme le symbole de la politique de centralisation dans la France napoléonienne, devenant l'un des piliers sur lequel l'État va reposer pendant plus de 2 siècles. Les lycées ont été créés par Bonaparte dans le but de former les futures élites de la nation. Ils sont créés le 1er mai 1802. L'enseignement est laïque, les profs sont recrutés, formés et payés par l'État. Les lycées sont réservés aux garçons et sont payants. Mais pour en faciliter l'accès, on crée en même temps une bourse d'études. Au départ, il n'existait que 12 lycées sur tout le territoire. Alors qui enseigne-t-on ? Tout ce qu'il y a de plus classique, les lettres, c'est-à-dire le latin, le grec, l'histoire, la rhétorique, ainsi que les sciences, les maths et la physique. La discipline est quasi militaire et les élèves doivent porter l'uniforme. Le baccalauréat sera créé un petit peu plus tard, en 1808. À partir de cette date, ce sont les universités impériales qui s'occuperont des programmes et des diplômes. Conscient de la nécessité de rétablir un système complet de récompenses inspiré des ordres honorifiques balayés par la Révolution, le premier consul Napoléon Bonaparte décide le 19 mai 1802 de mettre en place l'ordre de la Légion d'honneur. Ce nouvel ordre est déclaré universel, c'est-à-dire ouvert aux civils comme aux militaires, contrairement aux armes d'honneur réservées uniquement aux soldats qui s'étaient illustrés sur les champs de bataille sous le Directoire.
Refusant de créer deux ordres, Bonaparte déclare qu'il n'y a qu'une seule nation. La Légion d'honneur est alors mise en place pour récompenser à vie des mérites acquis individuellement et non pas transmis par le renom de la famille au sein de laquelle on est né, comme ce fut le cas des ordres sous l'Ancien Régime, privilégiant uniquement des membres de la royauté et de l'aristocratie, heurtant ainsi l'esprit égalitaire de la Révolution. Pour mettre en place ce nouvel ordre, Bonaparte confie la tâche au grand chancelier de la Lacépède. Dès sa nomination, celui-ci se met au travail pour organiser l'ordre. Il restaure l'hôtel de Salm afin d'abriter son siège, et puis procède rapidement aux premières nominations. Selon l'article 1er titre 2 de la loi de fondation, sont membres de la Légion tous les militaires qui ont reçu des armes d'honneur. Puis pour les autres nominations, la Lacépède étudie et traite individuellement chaque dossier. Une fois la Légion et ses cohortes ayant vu le jour, on met en place le 11 juillet 1804 le célèbre insigne de la Légion d'honneur. D'ailleurs, pour le coup, voilà une petite anecdote. Le 8 mai 1802, Napoléon n'hésite pas à répondre à un membre du Conseil d'État qui l'interpelle sur le bien fondé de cette nouvelle décoration qui viole les principes révolutionnaires d'égalité. On appelle cela des hochets, et bien c'est avec des hochets qu'on mène les hommes. Par la suite, l'insigne de la Légion d'honneur évoluera constamment au fil des années et en fonction des différents régimes. La Banque de France fut créée le 28 janvier 1800 par Bonaparte. Le but était de redonner confiance aux Français dans le papier de monnaie après les divers déboires économiques de la période révolutionnaire. C'est une banque privée dont Bonaparte est lui-même actionnaire. Bonjour le conflit d'intérêts. Elle va se voir attribuer le privilège et le monopole de l'impression des billets. Pour rassurer les Français, les billets peuvent être échangés contre leur équivalent en or. Elle fait donc office de banque centrale et prête aux autres banques du pays. Cela va favoriser le prêt aux particuliers et donc l'essor de l'économie en général. Cette banque a aussi pour objectif de soutenir une nouvelle monnaie, le franc germinal, qui est créé le 7 germinal de l'an 11, soit le 27 mars 1803. Il remplace le franc qui venait d'être créé en 1795, qui avait lui-même remplacé la livre tournois, monnaie d'Ancien Régime. Le destin de Napoléon Bonaparte est directement lié à Paris. Tout au long de sa carrière politique, il sera animé par la volonté de remodeler la cité, alors peuplée de près de 700 000 habitants. Et oui, Napoléon rêve d'en faire le centre de la vie politique, diplomatique et mondaine du Grand Empire. Afin d'atteindre cet objectif, il se pose comme un véritable génie et visionnaire, non seulement dans le domaine administratif, mais aussi en termes de grands monuments et projets d'urbanisme. Après la création de nombreuses institutions administratives, Napoléon se met à ériger de nombreux monuments, dont plusieurs à la gloire de la grande armée et de ses victoires, comme par exemple les célèbres arcs de triomphe dédiés à la victoire de la bataille d'Austerlitz. Qu'a-t-il créé de plus ? Ah oui, le palais Brongniart pour accueillir la Bourse de Paris, le palais d'Orsay où s'installe le Conseil d'État, le Jardin des Plantes, les canaux de l'Ourcq, de Saint-Martin et de Saint-Denis, le cimetière du Père-Lachaise, les ponts d'Austerlitz, d'Iéna et des Arts, et il procède à l'aménagement de nombreux quartiers de la ville à travers le percement de nouvelles rues et le numérotage des immeubles de Paris. Et pourtant, le rêve de Napoléon, c'est-à-dire de faire de Paris la capitale de l'Europe, restera inachevé. Mais ces actes témoignent bien du rôle majeur de la capitale et annoncent les grandes transformations qu'elle connaîtra sous Napoléon III. Si les conflits religieux furent omniprésents pendant la période de la Révolution française, ils le furent moins pendant la période impériale et consulaire grâce à la volonté de Napoléon. En effet, celui-ci, lorsqu'il devint premier consul, décida de réconcilier durablement le peuple français et la religion catholique. En effet, la religion était pour Napoléon un moyen comme un autre de contrôler la population. Napoléon lui-même se revendiquait catholique. Pour ce faire, il négocie avec l'Église catholique romaine, donc avec le pape, représenté par son secrétaire, des traités afin d'organiser la religion en France. Ces différents traités s'appellent le Concordat et il sera signé en 1801. S'il rétablit le culte catholique en France, il le soumet durablement au contrôle républicain et ensuite impérial. En effet, les évêques et les archevêques sont directement nommés par le premier consul. Ils doivent également prêter serment à la République et aussi à la fin de chaque office, on doit prononcer une formule d'allégeance à la République. Bref, l'État contrôle durablement le culte catholique. Et pour preuve, le Concordat perdurera jusqu'en 1905, date à laquelle l'État français se séparera
de l'Église. Sauf en Alsace où le concordat perdure toujours. Si la négociation du concordat est d'un premier temps un succès, le pape Pie VII, et avec lui toute l'Église catholique, aura des relations complexes avec l'Empire. Ils finiront finalement par se brouiller après maintes tergiversations et négociations, car le pape ne souhaitait pas appliquer la politique de blocus continental de Napoléon. Donc le pape, même si un temps il assistera au couronnement impérial de Napoléon, il est d'ailleurs représenté sur le célèbre tableau du couronnement impérial, le pape sera finalement capturé par Napoléon, qui lui sera excommunié. Donc on peut voir que les relations ne furent pas au beau fixe. Napoléon souhaitait également transférer le pouvoir papal en France, donc à Avignon. Preuve un peu de son contrôle absolu sur l'Europe, il faisait un peu ce qu'il voulait. Le pape Pie VII sera finalement libéré en 1814, où il fera un retour triomphal à Rome. 1814, donc date à laquelle l'Empire commençait à s'effondrer. À l'instar du catholicisme, le judaïsme subira également une volonté de contrôle du pouvoir napoléonien. En effet, ce dernier voulait par-dessus tout conserver l'ordre public, et les juifs n'en étaient pas exclus. Ces derniers, en France, au temps de l'Empire, vivaient plus en communauté, plutôt rassemblés dans des ghettos. Ces derniers, qui sont d'une population estimée à 170 000 dans tout l'Empire, ne représentent évidemment pas un grand danger, mais certains voient d'un mauvais œil leur communautarisme. En effet, on leur reproche de ne pas participer activement à la vie publique, d'être un peu en dehors du peuple français. Par exemple, il était coutume à cette époque pour les juifs de ne pas porter de nom de famille, et on leur reprochait également beaucoup leur fonction d'usurier. Beaucoup de personnes se sont senties arnaquées par des juifs et donc ont souhaité se venger. Par exemple, en Alsace, en 1806, des projets de pogrom virent le jour. C'est justement ce complot, cette conjuration, on va dire, démasquée par Fouché en 1806, qui attira l'attention de Napoléon sur la question juive. Il crée en 1808 le consistoire central des Israélites de France, destiné à contrôler le culte et à le réguler en France sur le modèle de la religion catholique. Ce consistoire nomme par ailleurs le grand rabbin de France. Le 1er mars 1815, Napoléon débarque dans le sud de la France, à Golfe-Juan, avec quelques centaines d'hommes. Profitant d'une opinion déçue du retour à la monarchie, il entame une véritable oraison funèbre qui le mènera jusqu'à la défaite de Waterloo. Ici donc, en Belgique, il perdra sa dernière bataille, il mourra 6 ans plus tard, le 5 mai 1821, sur l'île de Sainte-Hélène, en plein océan Atlantique. Il mourra certes, mais non sans avoir réécrit sa légende et fait de sa vie une véritable épopée. Comme je vous l'ai dit, Napoléon a orchestré sa mémoire. Pourtant, s'il reste encore aujourd'hui aussi populaire, c'est parce qu'il a laissé derrière lui la mémoire, l'héritage du petit caporal, cet héritage qui a été légué par tous les vétérans de l'armée napoléonienne qui ont transmis une image exceptionnelle de Napoléon. Homme moderne, Napoléon est aussi avant tout un homme de son temps. Il exprime la victoire d'une classe sociale, la petite noblesse, sur une autre classe sociale qui est la grande noblesse, qui aura mené l'antique royaume de France à sa déliquescence, puis à sa disparition. Napoléon laisse également derrière lui un autre héritage, c'est le mythe de l'homme providentiel. Un mythe dont encore aujourd'hui nous avons du mal à nous défaire, parfois pour le meilleur et parfois pour le pire.